Il y a dans la vie deux sortes de destins. Ceux qui ouvrent les pistes dans la grande brousse de la vie et ceux qui suivent ces pistes. Les premiers affrontent les obstacles inconnus. Ils sont toujours le matin trempés par la rosée parce qu'ils sont les premiers à écarter les herbes qui étaient entremêlées. Les seconds suivent des pistes tracées, suivent des pistes banalisées, suivent des initiateurs, des maîtres. Ils ne connaissent pas la rosée matinale qui trempe, les obstacles qui défient, l'inconnu des nuits noires, l'inconnu des espaces infinis. Ce texte est tiré du livre En attendant le vote des bêtes sauvages d'Amadou Kourouma. Bonjour et bienvenue, je suis Joël Nanduy et vous écoutez Les Pistes de la Vie, le podcast qui donne la parole à ceux qui ouvrent les pistes dans la grande brousse de la vie et à ceux qui suivent ces pistes ouvertes. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes pour qu'ils me parlent d'eux, de leur histoire, de leur rôle dans la société et du sens qu'ils donnent à leur vie. Ils partageront avec moi leur expérience pour que leur vie soit un témoignage pour ceux qui suivent. Je reçois aujourd'hui Nameita Touré. Nameita est une femme engagée, une femme de conviction. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité la recevoir aujourd'hui. Ingénieure en bâtiment et directrice de production, elle nous parlera dans cet entretien de son combat féministe, des difficultés à trouver sa voie, de son rôle de mère et de comment elle a trouvé la paix. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, on reçoit aujourd'hui dans la conversation Nameita Touré. Donc bonjour Nameita, je suis content de te recevoir. Bonjour, Joël, comment ça va? Donc en fait, on a une amie en Mhm. commun. Donc enfin, une amie pour toi et une amie très très proche pour moi. Donc oui, c'est ça, C'est ça. non? Donc c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Donc récemment, tu es venu à Oui. Paris. Donc on a eu le temps de passer quelques temps ensemble, de discuter et tout ça. Donc en fait, je pense que c'est les discussions qu'on a eues qui m'ont poussé à t'inviter. Faire en sorte D'accord. qu'on fasse cette interview-là. Donc aujourd'hui, on va parler des pistes de la vie, celles que tu as choisi de suivre. On va parler de toi. Mhm. On va parler de ton Mhm. histoire. On va parler de Nameita la femme, Mhm. Nameita la ripate, Mhm. Nameita la Mhm. mère, hein, Nameita Mhm. la working girl et Nameita la femme de conviction. Est-ce que D'accord. le plan te convient comme ça? Le plan me convient. Ok, parfait. Donc, à chaque fois que je commence ce podcast, je pose toujours la même question, donc qui est tirée du test d'Amadou Kourouma. Donc, est-ce que Namita, tu fais partie de la catégorie de ceux qui ouvrent les pistes ou de ceux qui suivent les pistes de la vie? Euh, je t'avoue que je suis en transition. Donc, si tu veux, euh, avant, avant d'être dans les 20 ans, 21, 22 ans, j'aurais dit que j'ouvrais des pistes. Mhm. Mais je t'avoue que depuis que je suis rentrée dans la vingtaine, j'ai plutôt suivi des pistes. Donc, tu es en train de me dire que de 0 à 20 ans, tu ouvrais des pistes. Tu étais précurseur. Oui, oui, beaucoup plus que maintenant. Et maintenant, je suis en train de retourner, d'essayer en tout cas de retourner dans cette manière de vivre ma vie. Mais genre, quelle piste tu as ouvert? Où est-ce que tu étais précurseur? Dans quel domaine? Comment, comment tu le sais Euh, en fait? Comment je le sais? C'est parce que, enfin, c'est par rapport à la réputation que j'avais. Ok, Parce que j'étais toujours en train d'essayer de nouvelles choses. J'étais la fille qui faisait des choses que les gens ne faisaient pas d'habitude. ok. Euh, j'étais, comment je dis fearless? J'avais moins peur. Ok. J'avais moins peur, donc j'avais des idées qui étaient quelquefois excentriques, mais je ne cherchais pas forcément à savoir est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que c'est quelque chose... Non. Si j'avais envie de faire un truc, je le faisais. Ok. Je sais pas quel exemple concret que je peux donner. Par exemple, je sais quand je pense à ma voix. Ça, c'est un truc qui me revient là maintenant. Il y a tout le monde qui me disait quand j'étais au primaire surtout que j'avais une voix très grave.
Tu vois, j'avais une voix très grave, j'avais une voix de garçon, j'avais une voix qui portait. Et c'était quelque chose dont j'étais assez fière, en fait, tu vois. Ok. De, c'était pas un truc où je changeais, j'essayais de changer le ton de ma voix pour rentrer dans le stéréotype de la petite fille. Je me souviens qu'à chaque fois qu'il fallait faire des lectures en classe, je levais toujours la main parce que j'adorais ma voix. Ok. Et puis, j'adorais aussi la réaction que ça suscitait chez les gens parce que ceux qui ne m'avaient jamais entendue, j'étais pas forcément très imposante dans ma carrure. Mais ta voix. Oui, mais quand je parlais, ça portait jusqu'à la classe d'à côté, quoi. Ok. Et donc, en fait, tu en jouais. Pas- Tu en étais fier. C'est pas quelque chose oui, qui t'a. C'est la différence ne t'a pas bridé. non, pas du tout. Ok, mais comment s'est passé le shift, en fait, entre la Nameïda qui influence et Euh, la Nameïda qui suit un peu les rangs maintenant, d'après ce que tu m'as dit? Pourquoi, en fait? euh, je, je sais pas, j'ai envie de dire, euh, avec l'âge, plus tu te rends compte de la complexité de la vie, ou alors plus tu te dis que la vie est complexe, plus tu essaies de, j'ai envie de dire, tu perds confiance en toi un peu. Ok. Donc, avant, si je me disais, ouais, je veux être biologiste et architecte et designer de chaussures à Nike, arrivé un moment quand tu te rends compte je veux dire, quand tu commences à aller, quand tu es en terminale, quand tu étudies, quand on te demande de choisir une université, je sais pas, tu te rends compte que les choses ne sont pas forcément aussi évidentes. Que tu peux pas tout Et j'ai faire. envie de dire, tu perds un peu confiance en toi. Voilà. Donc, tu te dis, euh, au lieu d'essayer de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, je regarde ce que les autres ont fait, ce qui a marché pour les autres, parce que au moins, si je sens que la route est difficile, je peux demander à quelqu'un à gauche, à droite, ah, mais vous avez emprunté ce chemin, comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que le truc. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais pour moi, c'est une mauvaise chose quand tu le fais par manque de confiance en toi, en fait. Ok. Donc, mais ça ne te manque pas? Ça te manque pas d'être celle qui draine? Si, 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 c'est pour ça que je te dis que je suis en train d'essayer de retourner. euh, je suis en train d'essayer de retourner dans ce que je faisais au début, d'essayer d'ouvrir mes propres chemins, d'essayer de tracer mes propres voies. Je pense que c'est venu aussi avec l'arrivée de ma fille, parce que je me dis, je veux, je pense que pour être une bonne mère, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même déjà. Donc je me dis, je veux pas que ma fille dise, ah, maman n'a pas fait ça parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, ou maman n'a pas fait ça parce que elle avait peur que ci, que ça. Est-ce que tu parles de ta fille, est-ce qu'elle te met une pression, enfin pas elle, mais que sa venue te met une pression de te dire il faut absolument que je sois la Namita que j'étais, ou est-ce que au final tu te dis bon si ça arrive pas, mais est-ce qu'elle a un impact sur Euh, ça? je, oui, je pense qu'elle a un impact. Je sais pas si je dirais, il faut que je sois l'Anameita que j'étais. J'essaie d'être l'Anameita que j'ai envie d'être, qui ne se met pas autant de contraintes. Parce qu'avant, je faisais et puis je me dis, je réfléchis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je le fais. Et puis, si c'est reçu par les autres comme ci, comme ça, enfin, c'est pas vraiment mon problème, quoi. Comment c'est reçu par les autres, ça, c'est pas C'est pas ton enjeu.
Ouais, ça me concerne pas Tu en t'en fous. fait. Vous recevez ça comme vous recevez ça. Si vous recevez ça mal, ça vous concerne, honnêtement, parce que si vous recevez ça bien, ça vous concerne. Mais moi, je sais que j'ai été fidèle à moi-même. Alors que maintenant, c'est plus, il y a des chemins qui sont un peu plus difficiles, il y a des choses que j'ai envie de tenter, mais je me dis, ça peut être compliqué, ça peut être si. Donc, est-ce que tu vas pas faire quelque chose qui est plus safe, quelque chose où il y a moins de risques? Et, et, et tu attends, donc tu as parlé de ta fille qui est un déclencheur. Donc c'est ta fille Mhm. qui t'a fait rentrer en transition. Oui, un peu. Ok. Et comment est-ce que tu matérialiseras le fait justement d'avoir changé de camp? Comment est-ce que si dans 2 mois je te pose la question, est-ce que tu me répondras, ouais là en ce moment j'ouvre des pistes. Comment est-ce que tu vas savoir en fait? Mhm. Euh, je, je pense que je vais le savoir par les décisions que je prends, par ma manière de prendre des décisions, en réfléchissant à moi-même, en réfléchissant à ce que je veux faire. Je sais que j'ai des envies qui sont un peu originales, qui sont un peu loin de ce qui se fait d'habitude. Et je sais que ces choses que j'ai envie de faire, des fois, je ne les fais pas parce que je me dis, je vois personne qui l'a fait avant moi, donc je suis pas sûre que ça marche. Ok, donc ton environnement Alors te que je trouve que bride. c'est pas la bonne manière de Oui, fonctionner. bah, après c'est. Donc je pense que je suis dans une étape où je suis en train de faire un travail assez, comment on dit, introspectif, Mhm. où je réfléchis à ce que je veux, à qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux accomplir, quels sont mes objectifs réels, sans penser au pourquoi, sans penser au comment je vais l'accomplir, sans penser au est-ce qu'il y a quelqu'un, non. Qu'est-ce que Namita veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire sincèrement? Et me lancer dedans à 100% en croyant en moi, en acceptant que si c'est un truc où tu n'as pas vraiment de guideline parce qu'il n'y a pas de gens autour de toi qui l'ont fait, Mhm. bah tu vas faire ce travail et euh, et voilà. Et la manière dont c'est perçu par les autres, c'est perçu par les autres, mais en tout cas, tu seras en paix avec toi de te dire que tu es en train de faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Ok, tu as parlé d'un mot. Non, tu as pas parlé d'un mot. Tu as dit un mot, c'est le mot paix. Est-ce que Mhm. c'est ton marqueur? Oui, d'être en paix avec moi-même et d'être heureuse. On va aller plus loin. Enfin non, peut-être pas plus loin, mais peut-être débuter. Mais clairement, qui es-tu, Nami? Qui je suis, je sais pas. En général, je me définis par ma vie professionnelle. Je sais pas si c'est la bonne manière philosophique de le faire, mais en tout cas, Non, c'est je chacun se. suis, ouais, je travaille en tant que directrice de production. Donc, je suis dans l'audiovisuel et je suis aussi ingénieur bâtiment. Mais en fait, ça fait, tu me diras si je me trompe, mais ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure quand tu as donné l'exemple d'être biologiste, architecte et qu'est-ce que tu avais dit? Ah, parce que je sais que jusqu'en seconde, première, c'est des idées, parce que on te demande à partir de la seconde, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, parce que tu es censé maintenant être sorti de l'enfance, entre guillemets, parce que tu vas rentrer à l'université, donc on suppose que tu as une idée très claire de ce que tu vas faire de ta vie. Donc on commence à te poser ces questions, et c'est là que je réfléchis concrètement à ce que je veux faire. Je sais que je suis toujours super fan de National Geographic, de tous les documentaires sur les animaux, particulièrement la vie marine, parce que c'est quand même quelque chose qui reste très mystérieux jusque maintenant. Je trouve ça fascinant de voir qu'avec toutes les technologies qu'on a, tu vois, des fois la profondeur des océans reste aussi mystérieuse que l'espace. Ok. Mhm. Donc c'est quelque chose que je voulais étudier. C'est quelque chose que je voulais étudier, c'est quelque chose, je voulais savoir plus. Mais là, quand tu me dis que tu es directrice de production et ingénieur en bâtiment, on est loin de la vie Mm. marine. On est. On est très très loin de la vie marine. Et c'est pour ça que je te dis qu'à un moment, j'ai commencé à prendre des décisions par prudence.
parce que je vais pas mettre la faute entièrement sur eux, parce que je comprends qu'ils font aussi le mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants. Mais mes parents m'ont dit, écoute, non, je voulais même pas être architecte, je voulais être interior designer. Comment on appelle? Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur. Voilà, je voulais être architecte d'intérieur et je voulais faire la biologie marine et je voulais aussi faire du design, fashion. J'étais pas encore sûre, donc je flottais dans ces trucs-là. Et mes parents m'ont dit, surtout mon père, écoute, c'est des métiers un peu risqués en Afrique. Parce que ça, c'était autre chose. J'étais absolument sûre que je ne voulais travailler nulle part qu'ici. Ok. Je ne me voyais pas vivre hors de la Côte d'Ivoire. Donc, ils m'ont dit, écoute, c'est des métiers un peu risqués. C'est des métiers, je ne connais pas beaucoup de gens qui le font. Et donc, ça risque d'être difficile pour toi de trouver du boulot et d'avoir une vie, en fait, d'avoir une vie professionnelle ici, parce que tu vas avoir tous ces diplômes et il n'y a personne qui pourra t'employer. Ou alors, même si les gens vont t'employer, ce que tu vas faire va être très loin des idées que tu t'imagines. Donc, vu que tu aimes le design, tu aimes la créativité, euh, pourquoi tu ne penses pas au métier d'architecte? C'est aussi de la créativité, blablabla, mais tu vois, c'est plus sérieux, c'est plus reconnu, les gens le truc. Donc, il m'a présenté des amis à lui qui étaient architectes. Je suis allée voir leur atelier. Et puis, je pense que quelque part, j'ai essayé de me convaincre moi-même que bon, écoute, c'était pas si mal que ça. C'est vrai que tu n'y avais jamais pensé, mais euh, ça reste un métier où tu es créative. Ça reste un métier où euh, tu, tu peux t'épanouir professionnellement, peut-être. Et en plus, tu vois, tu as ces mentors-là, tu as ta famille qui te soutiendra si tu le fais, qui, tu vois. Euh, et donc, je pense que c'est autour de cette période de ma vie où les gens commencent à te dire non, tu sais, tu t'amusais avant, mais maintenant il faut que tu prennes les choses au sérieux parce que c'est la vie, parce que c'est plus du jeu, parce que ton avenir en dépend, da, 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 da. Et je pense que quand on a un certain âge, seconde, première, terminale, en tout cas, même en terminale, toujours pour moi, en tout cas, peut-être que c'est moi qui suis un peu naïve, mais tu as cette idée très abstraite de l'âge adulte, Ouais, de ce que ça implique. de ce que ça représente, de ce que c'est. Tu te dis, un adulte, c'est quelqu'un, bon, je sais pas, il prend des décisions pour le bien-être de sa famille. C'est pas quelqu'un qui fait des trucs comme ça parce qu'il en a envie. Tu vois, un adulte, un adulte, un adulte. Et on te dit, voilà, tu vas être un adulte, tu vas être un adulte, tu vas être un adulte. Donc, tu te dis, bon, putain, c'est que, tu vois, à un moment, tu peux plus faire ce que tu faisais quand tu étais enfant. En fait, voilà, tu dois prendre certaines décisions qui ne sont pas toujours ce que tu veux faire parce que voilà, c'est ça, être adulte, c'est prendre des décisions difficiles. Et puis, ça reste tellement abstrait. Tu te demandes comment tu vas arriver même à être un Mhm. adulte. Donc, tu écoutes tous ces adultes et patati patata. Et je pense que le déclencheur maintenant, c'est que je pense, j'ai bientôt 30 ans, j'ai un enfant, je pense que je suis une adulte en fait. Mhm. Je suis une adulte, mes amis sont adultes et je me rends compte que cette idée abstraite de l'adulte très sérieux, de comment l'âge adulte c'est important, c'est très strict, c'est comme si c'est comme ça, en fait, ça c'est complètement cassé, quoi. Mais, euh, mais toujours sur ta définition professionnelle, mais tu es quand même, tu es Mhm. toujours pas architecte. Donc, est-ce que... Non, non, je suis pas architecte et ça encore, j'avoue c'est quelque chose qui me fait assez honte de ne pas être architecte, à cause de la manière dont je suis arrivée à ne pas être architecte. Ok. Donc, je suis allée aux États-Unis pour faire mes études d'architecture. C'est Ok. pour ça que je suis partie. Ok. J'ai été acceptée dans une université qui a une assez bonne réputation, surtout pour les études d'ingénierie. Ok. Et je devais faire des cours d'anglais avant d'intégrer Mhm. l'université. Donc, si tu veux, j'ai été acceptée dans les cours d'anglais pour cette université. Ok. Et après,
ce qu'ils ont dit, c'est que si tu fais les cours d'anglais chez eux et que tu as de bons résultats pour les cours d'anglais, tu n'auras pas autant de documents ou autant de choses à fournir pour rentrer dans leur programme universitaire. Donc, l'acceptation Mhm. à l'université sera plus facile, en fait, si tu fais les cours d'anglais chez eux. Ok. Donc, on a décidé, oui, pourquoi pas, en plus, je commence à connaître le campus, vu que c'est là que je vais aller de toute façon, il n'y a pas de problème. Ok. Et puis ça, c'est juste entre parenthèses rapidement, s'il y a des gens qui écoutent, qui pensent aller faire les études à l'étranger, ne faites pas vos cours d'anglais dans les universités, c'est beaucoup trop cher. Allez dans un petit community college, c'est beaucoup moins cher. Et voilà, c'est plus facile. Ok. Parenthèse fermée. Euh, donc, je finis les cours d'anglais. Euh, Ça se passe très très bien. Je suis, comment on dit, star pupil. Je me débrouille super bien. Je fais partie des majors de la promotion et tout. Et ils me disent, aucun problème, tu es admise dans notre université, quoi. Tu n'as pas besoin de passer de test d'admission ou de quoi que ce soit. Par contre, on voit que tu as dit que tu veux rentrer pour faire des études d'architecture. Et malheureusement, nous, on ne prend pas d'étudiants non américains dans notre programme d'architecture parce que notre programme d'architecture demande que les étudiants qui en font partie travaillent pendant, je crois, 3 ans. Genre, tu fais 3 ans de théorie et tu fais 3 ans de pratique. C'est un mix entre les deux. Ok. Et le gouvernement américain n'autorise pas les étudiants non américains à travailler plus de 2 ans pendant leur cursus universitaire. Donc, ça fait qu'à cause de la manière dont le programme est fait, on ne peut pas accepter d'étudiants internationaux. Donc, si tu veux rester avec nous, euh, il faut que tu changes ou alors tu, euh, tu vas ailleurs en fait. Ok. Et c'était quoi ta décision du coup? Ma décision du coup, c'est que j'ai regardé, tu vas ailleurs, ça voulait dire quoi? Tu vas ailleurs, ça voulait dire que j'avais déjà manqué les dates euh, d'inscription pour la plupart des collèges qui étaient autour d'où j'étais, de Philadelphie. Les quelques collèges je pouvais encore aller, c'était pas des collèges qui avaient forcément de super bonne réputation. Ça voulait dire que je prenais une année sabbatique en fait et que je refasse le processus de m'inscrire à l'université avec tous les examens, avec tous les trucs que ça demande, quoi. Et que j'aille peut-être dans une nouvelle ville, alors que ça faisait déjà, quoi, 9 mois que j'étais à Philadelphie et que je m'étais habituée à la ville. Et j'avais pas envie d'attendre 1 an à Philadelphie, déjà parce que je pense pas que ça allait être possible financièrement. C'était mes parents, mon père qui payait pour mes études. Je vais pas venir m'asseoir là pendant 1 an à glander, à attendre que le truc commence et tout. Je sais pas, j'avais pas forcément envie, donc je me suis dit, bof, écoute, qu'est-ce que vous offrez d'autre qui se rapproche? Et ils m'ont dit ingénierie bâtiment. Et j'aurais dû mieux me renseigner parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'architecture. C'est vrai qu'on travaille tous les deux sur les bâtiments, mais c'est vraiment pas le même métier. Mais je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, au moins je suis déjà acceptée à l'université, je connais déjà le campus où je vais aller, je connais la ville. Bof, allons-y quoi. Mais du coup, je te coupe, après tu vas continuer, mais du coup, quand on te propose justement ce truc d'ingénieur en bâtiment, tu t'as pas le réflexe de demander aux amis de ton père qui t'avaient aiguillé au départ, ou vraiment t'as tellement la tête dans le guidon que tu te dis, écoute, c'est ça, ils m'ont dit que ça se rapprochait, je prends. C'est un peu ça. C'est un peu ça, surtout parce que si tu veux, en anglais, c'est architectural engineering. Donc, il y a architectural dedans. Et la manière dont ils m'ont vendu ça, c'était vraiment, écoute,
c'est comme l'architecture, mais il y a un peu plus de maths. Je me suis dit, ouais, ok, bon, moi, les maths, ça me fait pas peur et tout. Ça va. Si c'est que des maths en plus, ça va, ça gère. Elle me dit, oui, parce que tu regardes ici, tu as des programmes, tu as des classes où tu dessines des bâtiments, tu as des classes, ça. Je me suis dit, bon, ok. Non, ouais. Et donc, je voulais pas forcément inquiéter mes parents parce que je sais que c'est déjà assez difficile voilà, de faire partie de tes enfants à l'étranger. J'étais toute seule à Philadelphie, j'avais pas de famille, tu vois, là-bas. Donc, je voulais pas les inquiéter plus que ça. Et donc, j'ai fait comme si c'était pas quelque chose de, j'ai fait comme si c'était pas un big deal, en fait. J'ai dit, ouais, je voulais faire architecture, maintenant je vais faire architecture engineering. Le programme est plus court, ça va, c'est un peu comme l'architecture, mais bon, il y a plus de maths, il y a plus de trucs. Ils m'ont dit, bah, ok, tu vois, parce que à un moment, tu vois, tes parents t'aiment, mais ils savent pas ce que tu veux et ils savent pas ce que tu vis. Donc, si toi, tu leur dis que c'est pratiquement pareil et que ça te convient, vu que eux, ils sont pas allés à l'école là-bas, ils ne connaissent pas les différences et tout, si tu leur dis ça va, ils se disent, bon, ça va. Est-ce que c'est pas la première vraie décision d'adulte que tu prends? Je pense que c'est la première vraie décision d'adulte que je prends et c'est pour ça que je te dis, euh, c'est une des premières vraies décisions d'adulte que je prends et je la prends pas par envie de faire quelque chose, mais parce que euh, j'ai peur de l'incertitude de ne pas la prendre, Ok, de l'incertitude que ça va créer si tu ne l'apprends pas. de l'incertitude que ça va créer. Parce que si je n'accepte pas de faire ça, oui, bon, retourner à Abidjan pendant un an, c'est pas terrible. Abidjan, c'est super. Surtout que tu seras en vacances un an. Mais après, je me souviens de tout le stress d'attendre de savoir si le collège t'a pris ou pas, si l'université, pardon, t'a prise ou pas. Je me souviens de comment ça peut te prendre 2, 3 jours de remplir tous les critères d'admission pour les universités. Et tu vois, attends, je sais que j'ai postulé dans plusieurs universités. J'ai envie de dire peut-être 10, 15, et j'ai reçu 5 lettres qui me disaient oui. Donc je me dis, écoute, je vais aller faire ça et imagine, on te dit non, qu'est-ce que tu fais? Ça fait encore une autre année à attendre, ou alors on va te dire oui, mais c'est un collège que tu n'aimes pas, une université, pardon, que tu n'aimes pas forcément, donc qu'est-ce qui se passe, blablabla. Et donc voilà la première grosse décision adulte que je prends, c'est un peu par peur. C'est un peu par peur que je suis un sentier qui est déjà tracé, tu vois, qui est déjà, voilà. Donc tu fais ce choix-là de rentrer dans ce Mhm. programme-là qui en fait t'éloigne de l'architecture en Oui, gros et qui te fait prendre un chemin que tu voulais pas prendre en oui. fait. Donc est-ce que la question est-ce que tu te retrouves aujourd'hui ingénieur en bâtiment par hasard? Donc la question qui suit c'est donc est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et troisième question est-ce que aujourd'hui tu as des regrets par rapport à ça? Euh, Est-ce que j'aime l'ingénierie bâtiment? Certains aspects, oui. Certains aspects, non. Mais je ne pense pas honnêtement être la meilleure ingénieure. Je ne pense pas être la meilleure ingénieure parce que j'avais pas cette passion et cette envie qui animait tous mes autres euh, collègues un peu à l'université. Et je sais que j'avais un prof que j'aimais bien qui me l'a dit un jour. On finissait une classe et il y a un moment, Oumar est venu me rejoindre. Donc Oumar ton Oumar, mon frère, frère. c'est Ouais. ça? Lui, il a fait génie civil. Donc il y a le prof là qui m'appelle à la fin de la classe et il me dit il a corrigé nos devoirs et que Oumar a eu une meilleure note que moi pour le truc et que euh, il veut me demander sérieusement est-ce que je veux être ingénieur.
Donc moi, je panique. Je me dis, putain, ma note elle doit être catastrophique pour que tu me demandes si je veux vraiment être ingénieur. Donc je lui demande, genre, j'ai autant foiré que ça? Il me dit, non, pas du tout. Tu as eu une bonne note, en fait. Je pense que j'ai eu un B+, mais Oumar, il a eu un A. Il me dit, B+, that's very good. Mais je sais quand je vois tes réponses que la seule raison pour laquelle tu as eu un B+, c'est parce que tu voulais pas pousser la réflexion, en fait. Les exercices qui étaient trop compliqués, qui demandaient de vraiment réfléchir, de penser de manière out of the box, tu es passé dessus un peu. J'ai l'impression que tu n'as pas envie d'être ici, en fait. Et il m'a dit, écoute, tu es à l'université, il y a d'autres programmes, regarde les autres programmes, vois si tu trouves quelque chose qui t'intéresse, tu vois, si tu ne trouves pas. Donc moi, j'ai essayé de rigoler, de dire, ouais, je suis arrivé ici un peu par hasard, mais non, le programme me plaît, blablabla et tout. Parce que, ouais, je me dis, c'était encore par peur, quoi. Je me dis, c'est vrai que je n'étais pas, il y avait des aspects qui me plaisaient, il y avait des classes qui me plaisaient, il y avait des aspects de l'ingénierie qui me plaisaient, mais en même temps, il y avait plein d'aspects de l'ingénierie qui ne me plaisaient pas. Et je sentais que j'avais pas la même passion que les autres, mais je pense que parce que je m'en sortais bien, j'avais de bonnes notes, ça m'a joué un peu un desservice en fait, parce que vu que j'étais pas nulle, j'étais pas médiocre non plus ni passable. Quand tu regardes mon truc, j'ai fini, j'ai un diplôme avec des honneurs. Donc, tu vois, tu me dis de toute façon, je me débrouille bien ici, je vais pas aller me compliquer la vie encore dans quelque chose d'autre. Ça va, je finis dans 2 ans, quoi. On va aller par étapes. Du coup, c'est quand que Namita devient architecte ou bien elle deviendra plus architecte? Est-ce que tu as fait une croix dessus? Oui, Tu es en paix avec ça? je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec ça parce que je suis en paix avec ça parce que j'ai pu trouver ma voie dans la production. Je suis arrivée au hasard, mais ça me plaît énormément. Et si je n'avais pas trouvé ça, je pense que j'aurais été vraiment malheureuse. On parle de la production. Du coup, la production, ça a été ta porte de sortie, en fait, par rapport au choix que tu avais fait qui n'était pas forcément Ouais, ou ma ce porte que tu voulais d'entrée faire. vers des choix qui sont plus moi, quoi. Mais ce qui est marrant, parce que tu me dis que c'est par hasard que tu Mhm. es tombé dessus. Mm. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un choix voulu. Tu n'as pas eu de réflexion dessus. Non, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ouais, t'est... Et tu aimes ouais. ça. Comment tu appelles ça alors? Comment tu appelles le fait de trouver un métier par hasard et de l'aimer, auquel tu n'y avais jamais pensé? Euh, je sais pas, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Franchement, je sais pas, parce que maintenant qu'on en parle, tu vois, ça me pousse à me poser. Je sais que quand j'étais aux États-Unis, quand je travaillais en tant qu'ingénieur bâtiment, j'avais un boulot qui était quand même bien, j'étais dans une entreprise correcte, mais je Mhm. n'étais pas, je ne me sentais, je me sentais pas épanouie en fait. Quand je parlais à mes collègues, déjà le fait d'être aux États-Unis, de construire ma vie aux États-Unis, ça ne me plaisait pas. La métaphore que j'utilisais, c'était que pour moi, aux États-Unis, j'étais dans une chambre d'hôtel. Tu vois, et dans une chambre d'hôtel, tu ne fais pas des travaux de rénovation, tu n'achètes pas des draps, tu ne t'investis pas parce que tu es de passage. Même si tu es dans une chambre d'hôtel pour un an, tu sais que tu es dans une chambre d'hôtel. Tu vois? Et Ok. c'est comme ça que je considérais ma vie aux États-Unis. Donc, ça fait que je n'arrivais pas vraiment à, euh, à me planter des racines, à m'investir dans des trucs. Même quand je faisais des trucs, c'était toujours des trucs, bon, si je m'en vais, tu vois, ça va pas t'écrouler, quoi. Mais c'est marrant parce que au début de l'entretien, tu parlais de choix que tu as fait par peur, Mhm, d'accord? Mais là, tu es en train de me parler d'un choix que tu as toujours eu, mhm, mais qui est le mhm, choix par peur de beaucoup de gens en ce moment, c'est-à-dire quitter un environnement stable, donc l'Europe, où tu as un travail, mais mhm. l'Europe, vraiment que tu as un travail. Et toi, tu me dis que ce choix-là, tu l'avais fait depuis et que Mhm. tu n'as jamais dévié, en fait. Et Non, j'ai jamais vacillé. comment tu Écoute, expliques ça? je connais pas l'histoire de tout le monde, mais je sais.
l'histoire de mes parents. Je sais l'histoire de mon père en particulier, qui est vraiment l'histoire de quelqu'un qui est parti de rien pour arriver où il est là. Ok, C'est-à-dire, c'était pas le fils de, voilà, ok. ou le neveu de, ou voilà. Et de voir qu'il a pu travailler assez dur, il a pu travailler pour arriver au niveau où il est actuellement, au niveau où il peut emmener deux enfants aux États-Unis, tu vois, pour les faire étudier en sachant les coûts Je vois. que ça engendre, et de nous offrir une vie relativement confortable, quoi. Ok. Je veux dire, on n'était pas la famille qui allait chaque année aux îles Galapagos pour les vacances. Mais bon, on allait à Odiene, on allait au Ghana, on est allé au Mali. Donc, il nous a fait découvrir le voyage. On est allé au Brésil. On mangeait dans, je sais pas, je trouve qu'on était très middle class, upper middle class. Ok. Et je me suis dit, c'est pas impossible en fait. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et je suis un peu, je pense que je suis un peu activiste. J'étais beaucoup plus active dans mes jeunes années. Mhm. Mais je suis féministe déjà et je suis très, comment on dit ça? Optimiste pour l'Afrique en fait. Donc pour toi, le retour, c'est un choix politique? Je pense que c'est un peu des deux. Un choix politique, oui, et un choix aussi de, je ne vois pas en fait de quoi il faut avoir Ok. peur. Parce que je vois des gens qui le font, je vois des gens qui le font et qui s'en sortent très bien tous les jours. Ils n'ont pas de tête, quoi. Donc pourquoi est-ce que moi j'y arriverai pas? Tu as évoqué un terme on va l'aborder, c'est le féminisme. Tu es féministe. Pourquoi tu es féministe? Et c'est quoi être féministe en 2020 pour une fille, pour une mère comme toi à Abidjan? C'est quoi être féministe? Euh, je pense que j'ai été féministe toute ma vie, en fait. Avant d'avoir les mots, avant d'avoir le vocabulaire, avant d'avoir la terminologie, j'ai toujours été féministe parce que je, je voyais clairement les, les différences entre les genres. Je voyais que à toutes les étapes de la vie, les filles n'étaient pas traitées pareil que les garçons. Et je voyais qu'il y avait, il y a des moules pour les deux genres. Je m'en rends plus compte maintenant, mais je trouve que le moule masculin donne quand même un peu plus d'espace pour s'épanouir. Donc, ça, j'en avais conscience depuis mon plus jeune âge. Euh, je me souviens que j'avais des discussions très animées avec mes collègues masculins quand je suis allée dans un collège mixte. Parce que c'était ça, parce que c'était, ouais, tu peux être parmi les 5 premiers de classe, ouais, tu peux être la première de classe, mais tu restes une femme. Je sais qu'il y a un gars qui m'a sorti ça. Et puis je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Et il me disait, non, on n'a pas la même place parce que euh, on reste toujours supérieur à vous parce qu'on est des hommes. Donc, je sais qu'on a eu un débat très animé ce jour-là. Et je lui demandais, mais pourquoi tu penses que tu es supérieur à moi? J'ai de meilleures notes que toi, je suis meilleur que toi à l'école. Donc, qu'est-ce qui te fait penser que tu es supérieur à moi? Il dit, non, on est plus fort que vous. Je disais, bah, déjà, il y a des filles dans cette classe-là qui peuvent te casser la gueule, ça c'est un. Et de deux, si on part sur la supériorité physique, donc toi, tu trouves que un buffle est supérieur que toi. Et donc les gens éclataient de rire et tout. Mais c'était pour te dire, dès mon plus jeune âge, je me suis rendu compte en fait on ne nous traitait pas pareil. On ne nous traitait pas pareil. Je trouvais ça très injuste. Ça m'a créé beaucoup
beaucoup de blocages et j'ai eu certains mécanismes de défense envers la jante masculine parce que voilà, je trouvais qu'on n'était pas autorisé à faire les mêmes choses, ça m'énervait, il y avait de la jalousie, il y avait de voilà, je 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 me rendais compte de ça. Je pense que c'est en allant au collège, pas collège non, en allant à l'université que je me suis rendu compte que ça s'appelait le féminisme, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le patriarcat et que voilà, et voilà. Est-ce que tu peux expliquer euh, cette prise de conscience-là? Parce qu'il y a des filles qui ne le voient pas forcément, qui sont dans le schéma de la société et qui ne la questionnent pas forcément. Pourquoi toi, tu as eu cette Hum, hum. acuité-là pour comprendre ça? Parce que je pense que je ne rentrais pas dans le moule. Quand tu rentres pas dans le moule, tu te rends vite compte qu'il y a un moule. Ok. Parce que je sais que moi, j'ai pas été. Ma mère, elle n'aime pas le mot féministe parce qu'elle est convaincue que les féministes, ça veut dire que tu n'aimes pas les hommes. Et je lui dis, tu dis ça, mais tu m'as élevée comme une féministe. Tu n'as jamais dit, Namita, viens préparer parce que tu vois, c'est toi la femme. S'il y a un truc à préparer, une recette à apprendre, bah, mon petit frère était dans la cuisine avec tout le monde. Il découpait les oignons comme tout le monde. Je sais qu'on devait s'occuper de la maison à tour de rôle. Donc, si lundi, Namita a fait la vaisselle, ça veut dire que lundi, Oumar balait, et mardi, Namita balait, et lundi, Oumar fait la vaisselle. Et il fait son lit comme tout le monde, et voilà, il y avait pas, j'ai jamais senti, en fait, que j'étais traitée différemment par rapport à mon genre. Ça, tu parles de la maison. Ça, c'était dans la maison. Il y avait pas un truc de, ah, ça, c'est lourd. Tu sais, les gens font souvent ça, c'est lourd, laisse, ton frère va prendre. C'était non. Allez-y, vas-y, soulève. Donc, tu as eu une mère féministe qui ne disait pas son nom. Voilà. Et il y a jamais eu de ah, Namita veut faire ça, ou elle veut faire ci, ou elle veut s'habiller comme ça, et elle peut pas le faire parce que non, je me souviens pas qu'à un moment ma mère m'a dit tu peux pas faire ça, ou il y a ça, tu fais pas parce que tu es une femme. Et ça fait que ça, je l'ai entendu pour la première fois dehors. Et ça m'a fait tiquer, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quoi le rapport entre les deux, en fait? Donc, je pense que parce que j'ai grandi comme ça fait que moi, je, je ne mettais pas ces limites-là, ah, parce que je suis une femme qui doit faire ci ou ça. Donc, quand j'étais confrontée à ça dans la société, quand j'étais plus dans le cocon familial, que j'étais confrontée à ça dehors, mais je trouvais ça injuste, je trouvais ça stupide, je trouvais ça illogique, je comprenais pas. Ok. Mais donc tu es féministe, ok. Mais ça Mm. se traduit comment? C'est quoi être féministe? Quel choix tu fais? Je pense que être féministe, c'est se rendre compte qu'il y a un système qui est mis en place qui, euh, qui bénéficie la gente masculine et qui vient avec certains préjugés, certaines contraintes, certaines, j'ai envie de dire, certains mots pour la gente féminine. Et être féministe, euh, c'est vouloir la destruction de ce système-là. Parce que moi, je ne parlerai pas forcément d'égalité des sexes, parce que égalité des sexes, ça veut quelque part dire que tu maintiens un statu quo. Alors que je trouve que ce n'est pas pour que les femmes puissent pouvoir faire aux hommes ce que les hommes font aux femmes, c'est la destruction de ce système-là, en fait. Du système qui est le patriarcat, c'est Parce que ça? Et comment tu le définis le patriarcat. patriarcat? Parce que pour moi, égalité, ça voudrait dire que si c'est accepté que les hommes, il y a cette culture du viol qui est acceptée, mais enfin, vraiment plus pour les hommes. Et ça voudrait dire que ça devrait être accepté aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça doit être accepté pour les femmes, ou quand les hommes font de mauvaises choses dans le cadre du patriarcat, les femmes devraient pouvoir faire ces mêmes mauvaises choses. Et c'est pas le cas. C'est pas ce à quoi je crois. Est-ce que tu peux donner une définition du
Est-ce que tu peux donner une définition du patriarcat? Pour toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une définition sur laquelle tout le monde est d'accord? Oui, mais il y a des différences. C'est quoi le patriarcat? Contre quoi tu te bats? Quel système il faut qu'on détruise? C'est quoi Pour moi, le concrètement? patriarcat, c'est un ensemble de codes, un ensemble de manières d'agir, de codes de société en fait, qui, euh, qui desservit les femmes. Parce que j'ai pas forcément envie de dire forcément Exemple? qui sert les hommes. Oui, ça sert les hommes, c'est vous qui êtes les plus grands bénéficiaires du patriarcat. Mais malheureusement, le système a ses limites parce que pour le faire marcher, il faut mettre des codes très stricts en place pour maintenir les femmes à leur place euh, d'inférieur. Donc, ça fait que tout ce qui est Ok. associé au Et concrètement, féminin, c'est tout ce quoi? qui est associé à la femme devient péjoratif, devient une insulte, devient réducteur. Donc, ça fait que des fois, s'il y a des hommes qui ne rentrent pas dans ce moule de l'homme tel que le patriarcat le définit, le patriarcat leur rend, ne leur sert pas en fait, ça leur rend un desservice. Mais je ne me concentre pas sur eux. C'est vraiment pour moi le patriarcat, c'est un système qui desservit les femmes et qui leur ôte des choix. En fait, c'est ça pour moi. Qui Ok. desservit les femmes et qui ne leur permet pas de faire certains choix, qui ne leur donne pas de choix. Ok. Donc, on est bien dans une logique de permettre aux femmes de pouvoir faire les mêmes choix que De les hommes. pouvoir faire des choix. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une horizon, enfin, je sais pas si on dit une horizon, mais un horizon possible? Est-ce qu'on va Euh, y arriver? Est-ce que... je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais je pense qu'on va y arriver parce que, comment on dit ça? C'est un système qui a été créé par les hommes. Donc, c'est un système qui peut être défait par les hommes. De dire que c'est trop compliqué, ça va jamais arriver, c'est être défaitiste. Le patriarcat, c'est pas les marées, tu vois. Les marées, on peut rien y faire. C'est la lune et voilà, c'est la lune et la terre, le truc de gravité et tout. C'est pas ça le patriarcat. C'est créé par les hommes, ça peut être défait par les hommes. Donc, il y a rien d'impossible à détruire le patriarcat, tu vois. C'est pas comme si on dit on veut, je sais pas, on veut détruire la gravité ou tu vois, la gravité c'est quelque chose qu'on peut Ok. C'est pas immuable. tu vois, Mhm. c'est quelque chose c'est une loi de la nature. Le patriarcat, ce n'est pas une loi de la nature. C'est Ok. ce que le patriarcat nous fait croire que c'est une loi de la nature, que c'est ce qui est normal, mais c'est pas une loi de la nature. C'est quelque chose qui a été créé par la société, par nous, par les hommes, et les systèmes comme ça qui sont mis en place par les hommes, bah, ils peuvent être défaits par les hommes si on le veut. Donc, je pense pas que ce soit impossible. Ok. Est-ce que c'est difficile? Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui en bénéficient et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent même pas compte qu'il existe. Donc, c'est ça, c'est difficile de défaire un système comme ça, mais je ne pense pas que c'est impossible. Quand est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas, mais est-ce que ça peut arriver? Oui, ça, j'en suis convaincue. Il n'y a rien d'impossible à cela. Bon, aussi sur la thématique, bon, c'est pas, peut-être pas la même thématique, mais féminisme, maternité, est-ce qu'il y a un lien? Je sais que tu as eu une petite Oui. fille. Comment est-ce qu'on peut être mère féministe? Bon, pas comment on est mère et féministe? Qu'est-ce que ta fille t'apprend du féminisme? Et qu'est-ce que ta maternité t'a appris du féminisme? Qu'est-ce que ma maternité m'a appris du féminisme? Euh, mais ma maternité m'a appris que il y a certains stéréotypes qui sont associés à la maternité et quand tu le vis, c'est pas forcément ça. Et tu n'as pas d'espace en tant que femme pour exprimer ces, euh, ces sentiments que tu as. Euh, je trouve que ça, c'est un des travers du patriarcat, vu que c'est un système qui est mis en place par les hommes, il n'est pas aussi complexe que l'être humain lui-même. Je trouve on peut ressentir beaucoup d'émotions différentes sur un même sujet en tant qu'être humain. On a cette capacité-là.
Mais le patriarcat, ça devient très réducteur. Donc, on a réduit la maternité à ce truc qui est très féminin, qui est très inné, qui est très évident, qui est très positif, qui est très truc. Quelque chose où les femmes devraient être douées de manière innée, alors que ce n'est pas ça. Et parce qu'il y a cette image de la maternité qui a été vendue, ça ne laisse pas beaucoup d'espace aux femmes pour se plaindre ou pour parler des torts de la maternité. Il y a des trucs qui sont acceptés, donc de dire que tu as des envies à 3 heures du matin ou blablabla. Mais il y a des sentiments beaucoup plus complexes qui viennent avec la maternité où tu n'as pas forcément d'espace pour en parler, pour en discuter, parce que ça reste encore assez tabou. Est-ce que toi, tu l'inscris ça dans le combat féministe? Oui, je pense. C'est pour ça que je dis, pour moi, le féminisme, c'est aussi de détruire le patriarcat pour donner des choix aux femmes. Euh, donc déjà, il y a le choix de dire sincèrement, ça ne m'intéresse absolument pas la maternité et de ne pas être considérée comme, je sais pas, un enfant de Satan ou quelqu'un qui n'est pas. C'est ça, en fait. Chaque fois qu'une femme dit qu'elle ne veut pas d'enfant, on considère qu'elle n'est pas adulte. Parce qu'elle ne sait pas, nous, on va grandir, tu vas voir avec le temps, blablabla. Mais ça peut être un choix très valide. Il n'y a pas besoin de discuter ça, en fait. Et il y a aussi cette idée qui vient de les femmes sont censées avoir des enfants, donc si tu n'en veux pas, c'est bizarre. Et si tu ne peux pas, c'est aussi très, très stigmatisé. Parce que vu que c'est censé être quelque chose qui est inné pour vous, qui vient avec être femme. Donc, si tu ne peux pas le faire, c'est que quelque part, tu vois, tu es cassé dans ton identité de femme. Il y a quelque chose qui va pas. Tu es une femme cassée, tu es une femme qui n'est pas complète. Et aussi, quand tu es dedans, tu es censé vivre ça comme, voilà quoi. Même si, De manière aseptisée, en voilà, c'est fait. très aseptisé et même s'il y a des trucs, même si on dit ouais, tes pieds enflent, tu as un masque de grossesse et tout, ça reste des trucs qui sont dits de manière très superficielle, dont tu n'es pas censé te plaindre plus que ça, que tu es censé accepter assez vite. Parce que tu es une femme et Voilà, que tu es une les femme femmes et que c'est supportent. ça, tu es censé supporter, c'est normal et tout. Alors que non, alors il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment difficiles avec la maternité, auxquelles moi, je n'avais pas pensé, dont je n'avais aucune idée. Et puis, c'est quand tu es dedans, tu découvres, et puis c'est un choc, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transmission entre la mère et sa fille qui fait qu'aujourd'hui, quand une fille est enceinte, elle se retrouve à découvrir tous les côtés Mm, négatifs de la mm. maternité? Est-ce que nos mères n'ont pas un rôle aussi de transmission? Je pense, mais le truc, c'est pareil, c'est que ça reste tabou parce qu'on ne veut pas te faire peur, je pense. Ok. On ne veut pas te faire peur, on ne veut pas te pousser à dire peut-être que je ne veux pas le faire. Alors que moi, je connais des femmes, je dis des femmes, donc des gens plus âgés que moi, et je Mhm. connais des amis, quand je leur parle, je sens que elles ne sont pas forcément heureuses d'être mères. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très difficile. C'est une décision, j'ai envie de dire, l'une des plus grosses décisions que tu peux prendre. De faire venir un être humain au monde et d'en être responsable. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi banalisé. Mhm. Je trouve Ok. que c'est quelque chose d'énorme. Donc, tu penses vraiment que être mère, ça doit être un choix personnel, mais pas un choix imposé par la Oui. société. Et ça doit être un choix vraiment, vraiment personnel. Et quand vraiment, je trouve que au point où on en est dans notre société, ça devrait être plus commun de se dire, ah, tu veux des enfants, ah, tu es sûr, tu penses être prête, et je pense que la réflexion devrait plus aller dans ce sens quand on sait toutes les responsabilités
toute la difficulté qui vient avec, quoi. Je veux dire, quand quelqu'un dit, euh, moi, je vais quitter mon boulot pour me lancer dans l'entrepreneuriat, on lui dit, tu es sûr, ça va être compliqué, da, 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 da. Mais quand quelqu'un dit qu'il veut des enfants, on lui donne pas tout ça, quoi. Alors que moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus taxant mentalement, physiquement d'avoir un enfant. Et il y a beaucoup plus de responsabilités qui Ah viennent oui, avec. oui. Mais c'est considéré comme une évidence. Oui, 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 non, alors que c'est pas ça, en fait. Et tu vois, en tant que femme, même quand je te parle maintenant, tu vois, j'ai un peu de culpabilité parce que je me dis, est-ce que les gens vont penser que ça veut dire que je n'aime pas ma fille ou que je suis pas contente de l'avoir? Non. Tu vois, c'est ça, parce que Mhm. quand tu t'en plains, les gens pensent que, tu vois, je dis c'est compliqué ces sentiments qui viennent avec la maternité parce que quand tu peux pas en parler négativement en tant que femme, surtout si tu as des enfants parce que on va dire que tu n'aimes pas tes enfants. Et donc, comment toi tu le gères alors? Tu as parlé ou est-ce que pas du tout? Euh, Ou tu as fait comme toutes les autres femmes? Est-ce que là tu as été précurseur? Est-ce que tu t'es dit, ouais, enfin, ça m'emmerde j'en de ai le faire? parlé une fois que j'ai été dedans parce que je savais même pas qu'il y avait des trucs euh, Mhm. avant d'être dedans. Et puis Ok. j'écris aussi là-dessus. J'écris là-dessus, j'écris mes sentiments et j'espère pouvoir justement utiliser mon métier pour le montrer. Mhm. Que ce soit une série, un film, des capsules, des trucs, mais pour montrer en fait tous ces aspects de la maternité et toute la complexité qui est autour de la maternité qu'on ne voit pas forcément. C'est vraiment pas une ligne droite, c'est pas tu as un enfant, tu es heureux, non. Et je trouve que même les difficultés sont très plates quand on te parle de la maternité. C'est très très plat de, je sais pas, je trouve que c'est tellement plus complexe. Tu as des doutes chaque jour, tu as peur chaque jour, je sais qu'à un moment, quand elle était née, je la regardais, puis je me dis, putain, j'espère que ce sera une bonne personne. Tu vois, j'espère que je suis pas en train Mhm. d'élever Un un petit petit monstre. monstre, quoi. Parce que c'est une grosse responsabilité, parce que après, si je veux dire, parce que des fois, il y a des gens qui montrent un visage à leurs parents, et puis dehors, tu vois autre chose. Parce que des fois, tu rencontres des gens, tu te dis, mais putain, c'est vraiment une personne horrible, mon Dieu, qui t'a élevé? Et je me dis, Jesus, j'espère que ça sera pas ça, quoi. J'espère que ça sera une bonne personne. J'espère que, tu vois, c'est dur, c'est pas facile, en fait. Tu veux pas remplir, tu veux pas ajouter un autre connard à la terre, quoi. Donc, je sais pas, c'est compliqué. Il y a plein de peurs. Et du coup, Après, en tant que, c'est une fille, donc tu vois hmm, toutes ces choses tous horribles les qui enjeux peuvent qui viennent avec. arriver à une personne juste parce qu'elle est de sexe féminin et c'est, c'est terrifiant, quoi. Et quel serait le, le premier conseil que tu donneras à ta fille? Mm. Euh, Premièrement, en tant que mère, quel serait le premier conseil que tu lui donnerais? Et serait le premier conseil que tu lui donnerais si un jour elle est enceinte? Euh, je veux lui dire que il y a personne d'autre qui est responsable pour son bonheur à part elle. Pas moi, pas son père, pas ses amis, personne. Il y a personne d'autre qui est responsable pour son bonheur à part elle. C'est vrai que quand elle est petite, on est obligé de prendre certaines décisions pour elle, on est obligé de faire certaines choses pour elle, mais il faut qu'elle comprenne que euh, il y a personne d'autre qui est responsable pour son bonheur à part elle. Elle peut pas dire à cause de ma maman, je suis pas heureuse, etc. Si vraiment, bon, ça me fend le cœur de me dire ça, que ça pourrait arriver, mais si vraiment être autour de nous, sa famille, pour une raison ou pour une autre, ça la rend malheureuse, elle a le devoir, je dirais même, de partir, de se chercher une nouvelle famille, de se chercher d'autres personnes avec qui elle est à l'aise, parce que tu peux pas, à un moment, tu ne peux plus rendre les autres fautifs du fait que tu ne sois pas heureux. Tu dois avoir le courage de Tu dois prendre la avoir décision qui te tu rend dois heureux. avoir le courage de prendre cette décision chaque jour, de dire que je vais être heureux et qu'est-ce que je fais pour ça.
Je veux qu'on parle là de la, de la part de l'art. Je sais que tu Mhm. danses. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça Mm. t'apporte de danser? Euh, je me sens, je sais pas, je me sens libre sur scène. Je sais que ça fait très stéréotype, c'est ce que presque tous les danseurs disent, mais mais je me sens je me sens très libre sur scène. C'est vrai qu'il y a le trac, tu as peur avant de monter sur scène et tout, mais il y a une certaine légèreté. C'est comme si tu es en apesanteur un peu. Quand tu as répété, tu es stressé, tu as stressé, mais quand tu es sur scène et que tu sais que les gens, de toute façon, ils sont là pour toi, ils te regardent et puis tu es en train de faire quelque chose que tu aimes et je sais pas, c'est quelque chose c'est difficile de décrire en fait. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? Oui, je suis en train de lire le recueil de nouvelles de Chimamanda que j'ai depuis longtemps mais que j'avais pas lu. The Thing Around Your Neck. Et c'est un recueil ça parle de quoi spécifiquement? Euh, C'est des, c'est des, ça Ça se se passe passe au au Nigeria, aux Nigeria. Enfin, États-Unis. les histoires que j'ai lues jusqu'à présent, j'ai eu deux histoires. Ça se passe au Nigeria et c'est des bouts de vie en fait de personnes qui vivent au Nigeria à différentes époques, dans différents lieux, différentes couches sociales. Je trouve ça très intéressant. J'adore la manière dont elle écrit. Euh, Elle est la première personne à m'avoir fait pleurer pour une histoire d'amour. Euh, je sais pas, j'aime beaucoup la manière dont elle écrit. Donc, je pense que le premier livre d'elle que j'ai lu, c'était euh, L'Hibiscus pourpre. Après, j'ai lu Half of a Yellow Sun. Après, j'ai lu Americana qui m'a fait pleurer. Et là, je suis en train de lire The Thing Around Your Neck. Ok. Est-ce que tu penses, hein, toi, à ton niveau, est-ce que tu as une mission sur Terre? Genre, chaque matin, tu te dis, ouais, je suis là pour quelque chose. Euh, je t'avoue qu'avant, je mettais cette pression. Parce que je trouvais que ça faisait partie des cases de l'âge adulte. Tu sais, tu es là sur tu dois ton avenir, cette vision très, très abstraite de la vie. Mais plus j'avance en âge, plus je t'avoue que ça commence à diminuer en fait. Toute cette pression commence à diminuer et maintenant, je te le dis, mon objectif premier et mon seul objectif quand je me réveille tous les matins, c'est d'être en paix avec moi-même et d'être heureuse. Et je pense que quand tu es en paix avec toi-même, quand tu es heureux, quand tu fais ce qui te rend heureux, forcément, ça a des répercussions positives autour de toi. Je pense que si les gens font l'effort à leur niveau, chacun fait l'effort de prendre son bonheur en main et d'être heureux, ça aura des répercussions positives sur les autres. Parce que si ton bonheur, c'est d'être danseur ou comme moi, d'être productrice et que tu fais des films qui touchent les autres, tu auras, tu vois, accompli quelque chose, tu auras changé des vies, tu auras influencé d'autres personnes. Si tu danses, la manière dont tu bouges, ta carrière, ton parcours, ça peut influencer d'autres personnes. Je pense vraiment il faut être sincère avec soi-même et puis faire ce qui te rend heureux et puis arrêter de te mettre une pression de dire est-ce que ce que je suis en train de faire est en train euh, de toucher des milliers de personnes, d'avoir un impact sur telle personne, comment je sais que c'est ce pourquoi Dieu m'a mis sur terre et tout. Je pense que il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions qui vont vraiment trop loin, qui peuvent nous dépasser et puis nous crisper des fois en se disant non, il faut que je fasse quelque chose pour que euh, j'ai un impact sur terre, pour qu'on se souvienne de moi. Non. Et c'est, moi, je sais pas, je veux juste mourir heureux. Je veux que quand la mort vient, je me dise, ah, j'aurais bien aimé vivre plus longtemps, mais putain, tu vois, Dieu merci, quoi. Le peu que j'ai fait, j'ai kiffé. On tend vers la fin de notre entretien et je pose- j'ai une dernière question. La dernière que je pose à tout le Mhm. monde, c'est pour toi, c'est quoi être en vie? Euh, Honnêtement, pour moi, être en vie, c'est être heureux et être en paix avec soi-même. Ok, ok, c'est très bien.
Ok, donc merci Namita d'avoir participé à la conversation. Donc ouais, j'étais très très content de Merci Joël de m'avoir invité. vous recevoir. Je pense que on peut garder le mot paix pour synthétiser cet échange. Le mot paix et puis paix et peur. Je pense qu'on a commencé avec la peur, l'entretien. Et puis on arrivait à avoir la paix à la fin. Donc ouais, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que ça synthétise bien notre discussion. Donc pour les gens qui vont écouter, donc n'hésitez pas à partager autour de vous, à donner vos impressions. Je pense que Namita sera contente de savoir ce que vous avez pensé de tout ce qu'elle a raconté. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro des Pistes de la vie. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre page Instagram, les Pistes de la vie, et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, 5 de préférence, ce serait top. Et aussi des commentaires. Et si vous aimez les podcasts et l'Afrique, vous pouvez également écouter le deuxième podcast que je produis, Julie Podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes et sur notre page Instagram, Julie Podcast. Je vous dis à bientôt. C'était Namita pour les Pistes de la vie et je vous laisse avec Jump Off de Lil Kim. I've been going for a minute, now I'm back with the jump off. Goons in the club, case something jump off. You back up for the high, but the off. In the graveyard is where you get off. All we wanna do is party and buy everybody at the bar Bacardi. Black Barbie dressed in Bulgari. I'm tryna leave in somebody's Ferrari. Spread love, that's what a real mob do. Keep it gangster, look out for the people. I'm the wicked bitch of these. You better keep the peace, or out comes the beast. We the best, still is room for improvement. Our presence is felt like a black people movement. 7 quarter to 8, back to back with them sitting on chrome 7 times. That's on my beats. With the Bentleys, the Hummers, the Benz. Escalade 23 trims. Jumping out the Jaguar with the Timbs. Hey, yo, keep your bread up and live good. East Coast, West Coast, worldwide. All my players in the hood stay fly. And if you ballin', let me hear you say ride. It's Little Kim and Timberland. Yours. Special delivery to you and yours. I rep, he rep the boys. If you rep your hood, just make some noise. I got my eye on the guy in the orange coat. Don't need no Queen Bee, got the ill. Let me show you what I'm all about. How I make a Sprite can. Whoa, shake up the dice, throw down your ice. Bet it all, play price. Money ain't a thing, throw it out like rice. Been around the world, cop the same thing twice. Rub on my, squeeze on my. Give me some, step on the gas. Pop the cork and roll up that. You know what we about, sex, cash. With the Bentleys, the Hummers, the Benz. Escalade 23 inch rims. Jumping out the Jaguar with the Timbs. And keep your bread up and live good. East Coast, West Coast, worldwide. All my players in the hood stay fly. And if you ballin', let me hear you say ride. Into the world of the Playboy pinup girl, butt naked.